Bienvenue sur Tsunamia, le podcast dédié à la déferlante de l'intelligence artificielle. Cette semaine, je me suis dit que j'allais faire quelque chose d'un peu différent. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo qui résume un petit peu tout un tas de concepts autour de l'intelligence artificielle. Et justement, ça tombe assez bien parce que là, j'ai plusieurs interventions prévues qui vont être liées un petit peu à ce sujet. Donc je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo un peu dédiée à tout ça, plutôt que de faire de l'actualité, même si on va pas se le cacher, il y a eu encore des grosses news cette semaine, notamment en matière de nouveaux modèles de génération de vidéos. Il y a eu le nouveau modèle VO 3.1 qui est sorti, mais justement ça tombe bien parce que je l'ai intégré à cette présentation, donc on pourra quand même en parler, parce qu'on fait quand même toujours un petit peu d'actualité dans le podcast. Mais voilà, là l'idée ça va être de revoir pas mal de bases avec un axe un peu différent. Je me suis dit que ce serait sympa de voir les choses d'une façon un peu nouvelle, pour discuter un peu de tout ce qui est possible maintenant avec les intelligences artificielles, notamment génératives, et puis voir un petit peu pour reposer différentes bases. Je pense que ça fait pas de mal de temps en temps de se remettre un petit peu dedans. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si ce genre de format vous plaît. Donc vous pouvez le voir, là je suis pas mal en retard sur le podcast, donc qui arrive assez tard dans la semaine, plutôt que d'arriver le lundi ou le mardi, c'est parce que je suis toujours en train de répondre à pas mal de clients sur pas mal de sujets, donc plutôt bien occupé comme d'habitude, mais c'est plutôt une bonne chose. Et donc, sans plus tarder, on va s'attaquer un petit peu à cette présentation, et je vais commencer par cette image qui est vraiment toute simple. Qu'est-ce que c'est? C'est une pellicule photo, donc en fonction de votre génération, ce sera quelque chose d'assez familier ou pas. Et cette pellicule photo, c'est une pellicule de la marque Kodak. Et pourquoi je commence par ça? C'est un peu pour situer où on en est aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Là, je vous partage un graphique sur lequel on peut voir un petit peu l'évolution qu'il y a pu avoir avec les appareils photo numériques. Donc, les appareils photo, argentiques. Donc, à l'époque, les appareils photo avaient besoin de pellicules, et forcément, pour l'entreprise qui était les leaders sur le marché, qui s'appelait Kodak, c'était une mine d'or, parce que on peut vendre des pellicules régulièrement. C'est quand même beaucoup plus intéressant pour l'entreprise d'avoir des revenus récurrents plutôt que de vendre une caméra une seule fois. Et en fait, c'est d'ailleurs il y a un ingénieur qui travaillait chez Kodak, qui lui travaillait pas sur la partie chimie, parce que Kodak ils avaient beaucoup de chimistes pour justement faire des pellicules de qualité, mais qui lui travaillait plutôt sur la partie numérique, parce que forcément on était sur les années 90, on a des choses qui arrivaient, qui étaient devenues possibles maintenant avec les appareils photo numériques notamment. Et donc Kodak, ils ont eu des personnes qui travaillaient en recherche et développement sur justement la création tout simplement d'appareils photo qui allaient fonctionner avec un capteur numérique plutôt qu'une pellicule photo. Mais ils n'ont pas cru à la technologie, clairement. Ils se sont dit non, c'est pas intéressant. En plus, on va vendre l'appareil photo qu'une fois, alors que là, les pellicules, on les revend à chaque fois, ce qui est quand même beaucoup plus intéressant. Et donc, ils se sont dit, on va rester sur notre business model, on ne change rien, surtout, on voit que le monde autour de nous change, mais nous, on ne touche à rien. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que les concurrents se sont mis sur le marché, et donc, la tendance est complètement inversée. Et en quelques années, là, vous voyez le graphe, de 95 à aller, on va dire, 2007, donc en moins de 10 ans, on est passé de vraiment tout le monde était sur des caméras qui étaient à pellicule à des personnes qui sont, à tout le monde qui est passé sur des caméras numériques. Donc vraiment la transition elle s'est faite en quelques années. Donc pourquoi je vous montre ça? Parce que c'est un petit peu la même chose qui est en train de se passer aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Il y a les entreprises qui sont en train de vraiment faire la transition et de se dire ok, on va passer sur la nouvelle technologie, et il y a celles qui ne le font pas et donc qui vont tout simplement disparaître, parce que Kodak aujourd'hui ils ont complètement disparu, alors que c'était vraiment une société qui était énormissime. Et en plus de ça, c'est pas fini, parce que derrière les appareils numériques, pour ceux qui se souviennent, à l'époque ça ressemblait à ça. C'était vraiment des appareils qui étaient ultra basiques, et qui du coup fonctionnaient bien, mais qui ont été complètement remplacés eux aussi par quoi? Par les smartphones, parce que aujourd'hui au final, soit on a un appareil photo vraiment plutôt typé photo expert, on va dire un réflexe ou un hybride qui va vraiment faire des photos de très grosse qualité, soit on utilise son téléphone. C'est vraiment ce qui s'est passé. Et les téléphones, les appareils photo qui ont un peu fait la transition, eux ils ont complètement disparu, parce que c'est vrai qu'il faut pas se mentir, à l'époque ces appareils photo numériques restaient en termes de qualité souvent moins bons que les appareils photo analogiques. C'est juste qu'ils étaient beaucoup plus pratiques, et finalement ils se sont fait remplacer par quelque chose d'encore plus pratique qu'on a toujours dans la poche, qui est notre smartphone, d'autant plus que c'est pareil, la technologie des smartphones a beaucoup évolué, et donc là on voit la courbe sur les ventes de caméras numériques, on a eu un gros pic autour de 2010, et puis derrière patatras, ça s'est effondré. Et donc maintenant le marché c'est assez simple, c'est soit on achète des appareils photo qui sont assez experts, soit sinon c'est le smartphone, et il n'y a plus vraiment d'entre-deux. Donc les choses ont quand même pas mal évolué.
Et donc voilà, un petit peu ce qu'il faut en retenir, c'est que Kodak, ils avaient l'invention, c'est eux quand même qui ont travaillé sur le premier capteur numérique, mais les autres, c'est eux qui avaient la vision et qui ont vu que il y avait des choses à faire sur le numérique. Et donc c'est tous les concurrents, voilà, Canon, Nikon, Sony, qui sont rentrés sur le marché des appareils photo numériques, qui ont tout de suite cru que la technologie pouvait se développer, parce que forcément le premier capteur, la qualité était vraiment très mauvaise, mais très vite ça s'est amélioré, et qui ont vraiment fait la transition. Et voilà, même pour les photographes professionnels, le numérique c'était une véritable révolution. À l'époque, il fallait se trimballer avec plusieurs appareils photo, changer les pellicules rapidement, etc. C'était vraiment pas pratique. Là, ils sont passés sur un système qui était beaucoup plus facile d'utilisation. En plus, c'est pareil, ça facilite aussi tout ce qui est lié à la retouche des photos derrière. Plus besoin de passer du temps en chambre noire et compliqué. Donc voilà, c'était un changement complet de paradigme. Faut s'imaginer aujourd'hui qu'avec l'IA, on a quelque chose de similaire, mais avec un impact bien plus important, et que aujourd'hui ignorer l'IA, c'est comme un petit peu essayer de vendre des pellicules en 2005. Donc si vous faites partie de nouveaux auditeurs qui ne vous intéressaient pas déjà à l'IA, gardez-le en tête. Aujourd'hui, il faut vraiment faire cette transition. Et si vous êtes déjà un fervent auditeur de l'IA, vous le savez déjà, mais ça fait pas de mal de se le répéter. Donc du coup, je vais vous faire cette présentation, je pense, en trois parties. La première partie, ça va être la partie des commandements. Les 12 commandements de l'IA, je les ai appelés, donc c'est une façon un petit peu de revoir un petit peu tout ce qui est autour de l'intelligence artificielle. Et on va commencer par le premier commandement, qui est que l'IA, ce n'est pas juste ChatGPT. En fait, ChatGPT, c'est l'iceberg un petit peu, c'est le haut de l'iceberg qu'on voit, c'est ce qu'on utilise tous les jours, c'est ce qui a un peu révolutionné tout ce qui était lié à l'intelligence artificielle, mais ce n'est pas tout dans l'IA. L'IA, c'est bien plus global que ça. L'IA, elle affecte plein de domaines. On a par exemple AlphaFold, qui est une IA qui est dédiée donc à la génération la compréhension plutôt de comment les molécules de protéines se plient, qui a permis vraiment de révolutionner la biologie et la médecine, et qui est en train vraiment aujourd'hui de permettre énormément de choses en recherche. On a des IA qui vont être des IA de conduite autonome, on va avoir des IA qui vont être dédiées à la transcription, donc la conversion d'audio en texte. On a des IA qui vont être dédiées à la vision par ordinateur pour détecter des images. On va avoir des IA qui vont être dédiées à faire des modèles de météo. On va avoir tout un tas d'IA très variés qui sont déjà aujourd'hui utilisés, qui étaient déjà utilisés avant ChatGPT. C'est juste que forcément on n'en parlait pas forcément, mais voilà, c'est pas juste ChatGPT. Donc c'est l'impact, il n'est pas juste lié à l'impact que ChatGPT a sur nos vies, mais il est bien plus grand que ça, puisque l'intelligence artificielle, elle permet beaucoup plus de choses que simplement avoir un accès à un chatbot. Donc là, je vous ai partagé quelques exemples. Il y en a un que j'aime bien, c'est AlphaGo. C'est l'IA de Google qui est arrivée en 2016, qui a réussi à l'époque à battre le champion du monde, Lee Sedol, qui était 7 fois champion du monde en titre, qui a réussi à le battre au jeu de Go, alors que c'était un domaine, le jeu de Go, sur lequel les IA étaient vraiment très mauvaises à l'époque. Et donc, l'IA a quand même réussi à battre ce champion. On a du coup AlphaFold, qui permet de savoir comment les protéines vont se replier et donc de connaître leurs propriétés. Ça nous a permis de décrypter aujourd'hui 200 millions de protéines. Je vous ai mis un petit graphe là sur le côté. Donc vous voyez à quel point ça a eu un impact important. Et on a aussi maintenant AlphaEvolve, c'est une IA de chez Google qui a pour objectif d'améliorer des algorithmes, et notamment certains algorithmes qui eux-mêmes sont utilisés pour améliorer de l'IA. Et AlphaEvolve, ils ont réussi avec cet outil à améliorer notamment certains calculs matriciels et à optimiser, on va dire, des problèmes mathématiques qui n'avaient pas bougé depuis 30 ans, sur lesquels des très grands mathématiciens s'étaient cassés les dents. Donc on commence à avoir quand même quelque chose de très impressionnant, puisque l'IA commence à être excellente dans beaucoup de domaines. Et je comprends pourquoi on pense souvent que ChatGPT, c'est un peu l'IA, et que ça a tendance à maintenant remplacer, quand on parle d'intelligence artificielle, on pense tout de suite à ChatGPT. C'est parce qu'aujourd'hui, on va pas se mentir, ils sont devenus vraiment leaders sur leur marché. Ils sont 65,5% de part de marché mondial, 500 milliards de valorisation, 15 milliards de revenus annuels. Donc voilà, c'est devenu vraiment énormissime. Alors la valorisation, 500 milliards, c'est un chiffre qui est pas, c'est entre 300 et 500 milliards, c'est énormissime, c'est plus grand que Coca-Cola, c'est plus grand que LVMH, c'est quelque chose qui est vraiment non négligeable maintenant. Et en plus, maintenant, ils ont plein de partenariats avec Apple. Faut savoir aussi que leur API, elle est très utilisée. Si jamais vous utilisez Copilot, Copilot derrière, c'est aussi du ChatGPT qui est utilisé. Donc c'est quelque chose quand même qui est assez récurrent. Ils ont 800 millions d'utilisateurs actifs.
Ils ont 20 millions d'utilisateurs pro, donc voilà, c'est devenu une startup gigantesque entre guillemets en termes d'influence et en termes d'impact. Ils ont vraiment pris des parts énormes de marché, donc c'est pour ça aujourd'hui qu'on a souvent tendance à faire ce rapprochement, mais ce n'est pas le cas. L'IA, ce n'est pas juste ChatGPT. Premier commandement. Deuxième commandement, l'IA sans données, c'est mort. Donc sans data, on n'a pas d'IA. Donc toutes ces IA qu'on n'arrête pas d'utiliser, c'est très beau, mais on peut le faire uniquement parce qu'on a suffisamment de données. Donc on a les grands modèles de langage comme ChatGPT qui sont entraînés sur des milliards de tokens, donc en fait des milliards de mots, pour faire simple. Ça leur permet d'avoir suffisamment d'informations pour derrière sembler être intelligent, même si c'est pas tout à fait comme ça que ça marche, mais bon, si on arrive à faire semblant suffisamment bien d'être intelligent, au final, est-ce qu'on n'est pas intelligent? C'est un petit peu ce qu'on a aujourd'hui avec nos chatbots. On a AlphaFold qui a été entraîné sur des structures de protéines qu'on connaissait déjà, et donc de là, on a pu extrapoler des millions d'autres structures à partir de seulement 170 000 structures, donc c'est ça aussi la force de l'IA. Mais tout ça, ce n'est pas possible si on n'a pas de données, et donc ça, c'est un petit rappel. Pensez que vos données sont essentielles. Les données, c'est de l'or. Donc voilà, si vous avez déjà des données sur votre entreprise, des données professionnelles, des choses qui sont déjà utiles, gardez-les précieusement, faites vraiment attention, essayez d'avoir une gestion de vos données pertinente parce que ces données, c'est de l'or et elles vous seront utiles au fur et à mesure de l'intégration de l'intelligence artificielle dans votre travail parce que si vous avez ces informations-là, vous pourrez les réutiliser plus tard pour entraîner des modèles, pour les rentrer dans différents outils. Et c'est une véritable mine d'or. Et aujourd'hui, forcément, ceux qui ont accès à la donnée peuvent avoir aussi de très bonnes intelligences artificielles parce qu'ils ont ces données-là à leur disposition. Troisième commandement, les IA ont toute une ligne éditoriale. Donc ça, je le répète souvent dans le podcast, il faut garder en tête que chaque IA a certaines limites. Déjà, elle va avoir des limites liées aux informations sur lesquelles elle a été entraînée. Toutes les IA ne sont pas entraînées sur les mêmes informations, donc ça va créer potentiellement certains biais, ça va faire des différences entre les différentes IA. Et en plus de ça, derrière, les éditeurs, ils vont donner certaines instructions à l'IA, et derrière, ça a également un impact sur ce qu'elles vont pouvoir faire ou non. Et je vous donne un exemple. Ici, j'ai posé la question à Grok, comment faire un feu d'artifice artisanal. Donc Grok, lui, il m'a répondu, il n'y a pas de problème. C'est la réponse qui est sur la droite. Donc il m'a expliqué que je pouvais utiliser une pote de conserve, de la poudre noire, etc. Alors que ChatGPT, il m'a tout de suite répondu qu'il ne peut pas m'expliquer comment fabriquer un feu d'artifice artisanal parce que ça implique des substances dangereuses et que je pourrais me blesser. Et donc ça, typiquement, c'est des choix qui sont faits par les développeurs. OpenAI, il préfère ne pas prendre de risques. Donc à chaque fois que vous allez lui demander un conseil médical ou juridique, il vous dira toujours de voir un professionnel. Et il va toujours, entre guillemets, rajouter ces restrictions supplémentaires, j'ai envie de dire. Et il y a même des sujets sur lesquels il ne va juste pas répondre. Donc voilà, ça, c'est des choix qui sont faits par les développeurs d'IA. Et donc, il faut le garder en tête, parce que l'IA, dans sa façon qu'elle a de nous répondre, des fois, on peut avoir l'impression qu'elle est très objective et qu'elle sait tout sur tout, mais ce n'est pas le cas. Et derrière, il y a des décisions qui sont prises. Et c'est pour ça aussi que moi, j'ai mes favoris, entre guillemets, en termes d'IA, en fonction de ce que je cherche à faire. Est-ce que cette ligne éditoriale aussi facilite ou pas certaines tâches avec certains outils? Ok, commandement suivant plutôt, ChatGPT n'est pas infaillible et il ne le sait même pas. Donc ça, c'est le problème des hallucinations. Ça arrive très facilement que l'IA se mette à halluciner. Et en plus, le problème, c'est que quand l'IA, elle commence à halluciner, on se retrouve à avoir une IA qui ne sait pas qu'elle hallucine, parce que, par définition, c'est le souci d'une hallucination. Et donc, elle va nous dire les choses d'une façon très très sûre, alors qu'en fait, elle est en train de nous raconter n'importe quoi. Donc ça, il faut vraiment y faire très attention. C'est pas parce que l'IA nous dit les choses d'une façon très sûre d'elle qu'elle a raison, et il faut un peu comprendre les limitations que l'IA peut avoir pour un peu se sentir quand est-ce qu'elle a des risques d'halluciner ou pas. Donc je vous donne un exemple. Pourquoi ces IA hallucinent plutôt? C'est aussi parce que la façon dont on les a entraînés, c'est que quand on entraîne une IA, on va lui demander tout simplement, on va avoir une personne qui va rentrer dans la boucle à un moment donné qui va noter les réponses de l'IA. Et si d'un côté vous avez posé une question sur un article de loi et que d'un côté l'IA vous dit désolé je ne peux pas répondre pour éviter d'halluciner, et que de l'autre l'IA vous dit oui selon l'article XYZ voici la réponse, mais que l'article qu'elle a donné semble être un vrai article mais qu'en fait c'est un article halluciné, vous allez préférer la réponse de l'article halluciné si vous n'êtes pas expert juridique et que vous savez pas que c'est pas un vrai article. Donc du coup on va entre guillemets surentraîner l'IA à toujours vouloir bien nous répondre, et donc elle va jamais vouloir nous dire qu'elle ne sait pas en fait.
Et ça, c'est le gros souci qu'on a. Et donc, pour s'en prémunir, hein, ce que je vous recommande, c'est de toujours dire à l'IA que, enfin, en tout cas, sur des sujets comme ça, hein, vous pouvez dire à l'IA, si tu ne sais pas, dis-le moi. C'est le genre de choses hein, que vous pouvez mettre dans votre prompt pour éviter que l'IA hallucine trop. Et donc, méfiez-vous de tout ça. Hein. Là, je vous ai mis aussi un petit exemple d'un cas qui s'était passé avec un avocat. Qui avait tout simplement fait son plaidoyer complet avec l'IA et donc pas de chance hein, auprès de son client, ça n'est pas très bien passé hein, parce que forcément son client l'avocat avait inventé des jurisprudences, des articles de loi, etc. et donc son client a porté plainte contre lui hein, parce que son plaidoyer ne s'est pas du tout passé comme prévu hein, forcément. Je vous mets un autre petit exemple d'hallucination qu'il peut avoir hein. Donc là typiquement j'ai demandé à ChatGPT à quoi est-ce qu'il y existait un emoji d'hippocampe. Et vous voyez que ChatGPT, il est rentré dans une boucle infernale. Il a commencé à me sortir des emojis dans tous les sens, à me dire oui, non, ça existe, ça n'existe pas. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que à une époque, sur certains réseaux, il existait un emoji d'hippocampe, mais sauf que cet emoji n'existe plus. En tout cas, il n'est pas possible dans le code UTF, hein, donc dans les emojis standards qu'on peut utiliser partout. Et donc, du coup, ChatGPT se souvient qu'il existait un emoji d'hippocampe, parce qu'il a des références dans sa base d'entraînement d'un emoji d'hippocampe, mais cet emoji n'existe pas sur la nouvelle base UTF. Donc c'est entre guillemets une erreur entre guillemets qu'il y a dans sa mémoire, ce qui fait qu'il essaie absolument de répondre, mais qu'il n'y arrive pas. Bon voilà, c'est le genre de choses qu'on peut avoir dans une hallucination. L'IA va aller chercher des informations qui viennent de sa base d'entraînement. Sa base d'entraînement n'est pas forcément tout le temps bonne aussi, et tout ça, ça peut créer des problèmes. Et elle peut aussi générer des choses qui ressemblent à quelque chose qui vient de sa base d'entraînement, mais qui ne sont pas véridiques, hein, tout simplement parce qu'elle ne va pas croiser les informations avec des sources sûres, même si ce n'est plus tout à fait le cas aujourd'hui, hein, parce que quand vous allez poser une question à ChatGPT, maintenant il va aller vérifier sur Internet, mais c'est pas son comportement par défaut, et c'est ce qui crée ce genre de risque. 5e commandement, un LLM, ce n'est pas juste, ChatGPT, ce n'est pas juste un LLM. Donc, pour rappel, un LLM, c'est un Large Language Model, donc un grand modèle de langage. Et qu'est-ce que c'est ? Là, je vous ai mis un exemple. C'est à la base juste quelque chose qui va deviner la suite d'un texte. Donc, par exemple, je vais mettre ChatGPT, et le LLM, il va se dire que derrière, ça pourrait être ne, ça pourrait être peut, ça pourrait être et, ça pourrait être utilise. Et par exemple, il va se dire que le plus probable, ça va être de dire ne. Et il va enchaîner. Ah, ChatGPT ne comprend. Ah ne comprend pas, c'est le plus logique. Et après, il y a un niveau, hein, entre guillemets, de surprise. J'ai mis niveau de surprise, hein, c'est juste qu'il y a un niveau de probabilité où parfois, ça va être une sortie un peu moins logique. Donc il y a des probabilités parmi les différents mots qui peuvent sortir, et des fois on va avoir des mots qui vont être un peu moins probables que d'autres, et donc là par exemple le mot le pourrait être un peu moins probable, ne comprend pas le sens pour être moins probable, ne comprend pas le sens mais etc, et donc il va nous générer cette petite phrase comme ça, et c'est tout simplement comme ça que le LLM fonctionne. Donc derrière on a un système qui nous permet de générer des bouts de texte, génial. Mais derrière, on a envie qu'il nous fasse des choses, que ça devienne un assistant. Et c'est ce qui se passe avec ChatGPT, c'est qu'on l'a configuré, ce LLM, pour devenir un assistant. Et on lui a donné accès à des outils supplémentaires. Donc en fait, quand vous utilisez ChatGPT, c'est pas juste ChatGPT que vous utilisez. En fait, il y a tout un tas d'outils auxquels il a accès qui vont lui permettre d'aller récupérer des informations, par exemple, sur une photo avec un système de computer vision, qui vont lui permettre de scanner du texte avec le système d'OCR. Donc ça va permettre de reconnaître un document scanné, par exemple, qui vont lui permettre d'intégrer un document PDF, de naviguer sur Internet, etc., etc. Sauf que ces outils, ils ont des limites. Et le LLM n'est pas forcément au courant de ces limites. Et en plus de ça, il fait très souvent confiance à 100% à ces outils. Donc je vous donne un exemple. Si le module de OCR, donc la partie qui va convertir un document scanné en PDF, fait des erreurs, parce que c'est un module qui a ses limites, ou que le document est mal scanné, et quand ChatGPT il va recevoir l'analyse de ce module d'OCR, il en a aucune idée en fait. Et donc s'il y a des choses qui ont mal été scannées, pour lui il les prend pour argent comptant et il pense que c'est le mot exact, hein. Donc il va complètement se planter quand il va nous faire sa réponse. Et en plus il va pas savoir qu'il s'est planté parce qu'en fait lui il a reçu juste un texte de ce module d'OCR sans savoir que c'est un document qui avait été mal scanné entre guillemets. Donc c'est vraiment le risque qu'on peut avoir avec tous ces outils. Donc quand tout marche bien c'est génial, mais par contre il faut quand même se rendre compte que chaque outil a ses limites et que si en plus le LLM ne fait pas appel au bon outil au bon moment, il peut également se tromper. Mais bon, tout ça, ça permet à ChatGPT d'être ce qu'on appelle un modèle multimodal, et donc il peut générer du texte, il peut lire les choses, il peut compter, mais pareil, typiquement sur le fait de compter, comment il compte, il va appeler un outil
calculatrice, entre guillemets, qui va faire les calculs pour lui, parce qu'un LLM pur, hein, en soi, il ne sait pas faire des maths. Hein. Lui, il peut complètement se planter. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'au tout début, ChatGPT, il avait très régulièrement des soucis sur des soucis mathématiques. Hein. Quand on lui demandait le nombre de lettres ou ce genre de choses-là, très souvent, il se plantait. Il peut également écouter, il y a la partie audio, voix, etc. Il peut voir, entre guillemets, grâce à son système de computer vision, il peut générer des chants également. Bon, ça, c'est plus tout à fait possible maintenant, mais voilà, le modèle de génération de voix peut générer des accents, par exemple, mais voilà, il peut également chanter, etc. En tout cas, c'était une des fonctionnalités que OpenAI nous avait teasé à l'époque, et finalement, ils l'ont jamais déployé parce que je pense qu'ils ont peur au niveau des droits d'auteur. Et il peut également lire des documents. Commandement suivant, merci le machine learning et le deep learning. Donc le machine learning et le deep learning, c'est vraiment les fondamentaux qui nous permettent aujourd'hui d'avoir tout un tas d'intelligence artificielle super utiles. Donc juste pour vous réexpliquer un petit peu ce que c'est, le machine learning, ça va être tout simplement une façon de donner des règles à un programme. Un programme classique, si vous devez lui expliquer comment reconnaître par exemple des pommes, des bananes, par défaut, vous allez devoir lui donner entre guillemets toutes les règles. Donc vous allez devoir faire une règle, si c'est rond et rouge, c'est une pomme. Bon pas de chance, cette règle-là, si la pomme elle a été croquée, elle marche plus tout à fait. Et vous allez devoir entre guillemets essayer de donner toutes les règles, tous les cas d'usage possibles pour que votre système d'IA, votre programme fonctionne. Avec le machine learning, on travaille un petit peu différemment. On va plutôt lui donner énormément d'exemples. Donc des exemples de pommes, des exemples de bananes, et c'est le programme lui-même qui va pouvoir réussir à nous trouver les bonnes règles. Mais on va quand même l'accompagner, on va quand même lui dire, voilà, une pomme, a priori, c'est plutôt rond, c'est plutôt rouge, on va quand même un petit peu l'accompagner dans tout ça, et derrière, c'est lui qui va faire toutes les petites variations de règles. Donc on lui aura dit une pomme, c'est rond et rouge, ou ça peut être vert également, mais voilà, à partir de ça, il va pouvoir extrapoler et comprendre que si une pomme elle a été croquée, c'est également une pomme. Et il va pas nous dire que c'est pas une pomme juste parce qu'il y a un coup dedans, et donc il va reconnaître entre guillemets le logo d'Apple. Donc ça, c'est la façon dont le machine learning marche. Le deep learning, on va un peu plus loin, puisque là, cette fois-ci, on va lui donner beaucoup plus d'exemples et on va laisser le programme trouver ses propres règles. Donc c'est génial parce que là, on va même plus avoir besoin de lui dire qu'une pomme c'est rond, que c'est rouge, etc. C'est lui-même qui, avec tous les exemples qu'il aura analysés, va pouvoir créer ses propres règles et va pouvoir être capable après de déterminer les pommes des bananes. Et ça, par contre, pour que ça marche bien, il faudra que les données soient suffisamment qualitatives. Hein. On en revient au commandement sur les données, c'est super important, puisque si par exemple vous lui avez montré que des exemples de pommes vertes, s'il voit une pomme rouge, il va vous dire que c'est probablement une pomme avec un pourcentage de réussite entre guillemets, mais il va pas être sûr de lui parce que imaginez vous avez montré à un enfant énormément de pommes rouges, le jour où vous lui montrez une pomme verte, il va peut-être se dire ça ressemble à une pomme mais c'est bizarre, elle n'a pas la même couleur que d'habitude, donc il va pas être sûr à 100%. Et donc ça c'est exactement ce qui se passe avec les modèles qui utilisent du deep learning, hein. C'est qu'il va faire une sorte de prévision et que cette prévision elle va dépendre de justement à quel point il connaît ou pas, à quel point il va reconnaître ou pas quelque chose par rapport aux données d'entraînement qu'il a eu. Donc ça nous amène au commandement suivant. Le deep learning, ça agit un peu entre guillemets comme une boîte noire. C'est que là au final, il aura créé ses propres règles, mais on ne sait pas exactement comment il a exactement défini ces règles, comment elles fonctionnent. Et donc ça, il y a un côté un peu imprévisible qui fait que on n'est pas exactement sûr de pourquoi il va nous dire quelque chose et pas autre chose. Et ça, typiquement, sur un LLM comme ChatGPT, comment ça se voit? Si vous posez une question à ChatGPT, il va toujours vous faire des réponses qui seront légèrement différentes. Si 10 personnes posent la même question à ChatGPT, la réponse sera toujours légèrement différente parce que y a ce côté, entre guillemets, non déterministe qu'on n'a pas avec un programme habituel où on lui pose une question, il va tout le temps nous donner la même réponse. Alors, c'est super parce que ça permet à l'IA d'être créative, de comprendre le langage naturel et de nous faire des choses hyper intéressantes et de nous proposer de brainstormer, ce genre de choses-là. Par contre, le contre-coup, c'est qu'aussi, l'IA, elle peut avoir des hallucinations. Donc voilà, ça c'est à garder en tête. Vous envoyez une image de pomme, par exemple, à l'IA et derrière vous avez cette boîte noire un petit peu mystérieuse. Alors pour les chercheurs et développeurs en IA, elle n'est pas si mystérieuse que ça, mais voilà, pour nous il y a quand même un côté un peu mystérieux et derrière ça va nous de faire une prédiction et donc là nous dire ça c'est une pomme. Donc je détaille pas plus. On passe au commandement suivant. ChatGPT n'a pas accès à tout Internet. Donc ça, c'est très important à garder en tête. Aujourd'hui,
les IA ont chacune accès plus ou moins à certains sites internet, elles n'ont pas accès à tout internet, et donc ça, il faut se méfier quand vous faites une recherche avec ChatGPT ou une autre IA, elle ne peut pas visiter tous les sites internet. Donc c'est des limitations que l'IA va avoir. Et vous pouvez même d'ailleurs lui bloquer l'accès à internet, et si vous bloquez l'accès à internet à une IA, là je l'ai fait par exemple avec Google AI Studio, je lui ai posé une question sur les actualités qu'il avait sur la France, et donc le modèle Gemini nous raconte qu'il a des informations sur début 2023 et il nous parle de la réforme des retraites, donc il n'est pas du tout à jour. Et donc ça veut dire aussi que en fonction des sites internet auxquels l'IA a accès, elle va nous faire un résultat qui ne sera pas du tout le même et qui sera différent en fonction des sources qu'elle aura trouvées. Donc là j'ai fait une recherche par exemple où d'un côté c'est Google que j'ai utilisé, il m'a trouvé 25 sites, de l'autre côté je l'ai fait avec Grok parce que Grok ils ont justement accès au réseau X, et donc Grok il a été me chercher des sources qui sont sur le réseau social X et aussi sur internet, et il a fait un mix des deux pour me faire sa réponse. Donc attention, parce que est-ce que X est suffisamment fiable? Méfiez-vous. Et donc en tout cas ce qui est intéressant c'est que ces IA vont nous donner toutes les sources, et donc ça peut être vraiment intéressant, et ça peut être aussi une force ou une faiblesse, La même chose là sur Grok, X, il y a aussi beaucoup de choses qui sont liées à de l'actualité. Si vous posez une question sur quelque chose qui est arrivé aujourd'hui, hier, qui fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux, il n'y a pas encore d'article par exemple sur internet, donc ChatGPT il va peut-être pas savoir vous faire une bonne réponse, alors que Grok pourra vous faire une réponse plus pertinente parce que il est connecté directement à Twitter, donc forcément ça lui donne un avantage là-dessus. Et forcément chaque développeur d'IA va protéger aussi certaines de ces données ou faire des partenariats avec d'autres fournisseurs de données, donc par exemple OpenAI avec Reddit, pour pouvoir aller citer des sites internet différents qui par défaut ne sont pas accessibles à tous ces modèles, et donc du coup nous donner aussi des réponses plus pertinentes. Donc ChatGPT aussi par exemple pour la France, ils ont un deal avec Le Monde pour tout ce qui est lié à l'actualité. Et ils ont aussi des deals avec Reuters, enfin bref, d'autres journaux. Donc c'est ce qui fait que sur les sources aussi, il y a ce côté où ils vont aller chercher certaines sources et pas d'autres. Commandement numéro 9, oubliez les prompts, concentrez-vous sur le contexte. Alors bon, c'est vrai qu'on parle souvent des prompts, faire des bons prompts, etc. C'est vrai que c'est utile de faire un bon prompt. Mais si vous voulez pas vous prendre la tête et faire quelque chose de simple, moi, la recommandation que j'ai pour vous, c'est d'avant tout d'essayer de donner suffisamment de contexte à lire. Et essayer de lui donner beaucoup d'informations. Essayez de lui expliquer ce que vous essayez de faire, un maximum d'infos sur votre contexte, etc. Et éventuellement aussi des pièces jointes, et c'est comme ça que vous allez avoir des bonnes réponses. Si vous donnez trop peu de contexte, vous allez avoir des réponses en surface, ce ne sera pas pertinent. Donc n'hésitez pas à donner un maximum de détails. Alors effectivement, si vous faites un prompt super compliqué, ça peut aider, mais c'est pas l'essentiel. L'essentiel c'est de donner à l'IA le bon contexte. Si vous avez un super bon prompt mais que vous n'avez pas donné suffisamment d'informations à l'IA, suffisamment d'informations sur le contexte, suffisamment de documents ou autre, la réponse elle va pas forcément être géniale. Donc voilà, gardez-le bien en tête. 10e commandement, l'IA, ça coûte cher, que ce soit en termes de coûts ou sur l'aspect aussi environnemental. Donc j'ai fait une vidéo d'ailleurs dédiée là-dessus. Aujourd'hui, les intelligences artificielles, les data centers plutôt, donc intelligence artificielle, mais pas que, tout ce qui est lié aux plateformes de streaming, tout ce qui va être lié aussi à la crypto-monnaie, etc. Tout ça, ça consomme 2,8% de la consommation mondiale en électricité. Donc c'est souvent un coût qui est surestimé. Il y a beaucoup de personnes, quand je leur pose la question en formation, qui me disent qu'ils pensent que c'est 20%, 30%, des fois même plus. Donc c'est aujourd'hui 2,8%, donc c'est plus petit que ce qu'on pourrait penser, mais ça reste quand même non négligeable, sachant qu'en plus de ça, les prévisions sont à l'augmentation. On était à 1,3% en 2022, et là on est déjà à 2,8% en 2025, et puis c'est en train encore d'augmenter, mais voilà, en tout cas c'est pas encore quelque chose, c'est quand même quelque chose qui a un certain coût, et il y a aussi un coût financier. Donc là, je vous ai mis quelques visions sur des chiffres financiers sur le cash que les entreprises d'intelligence artificielle brûlent sur les différentes années. Et donc là, vous pouvez voir que du côté de l'intelligence artificielle, les startups dans ce domaine-là, elles brûlent beaucoup de cash. Et c'est le même cas pour OpenAI, qui a brûlé 2 milliards de dollars en 2024. Ils arrivent à 9 milliards sur 2025. Les projections pour 2026, ce serait 16 milliards, 35 milliards en 2027. 47 en 2028, donc tout ça, ça veut dire qu'en gros, OpenAI, ils sont pas prêts d'être rentables, ils visent d'être rentables plutôt en 2030, et ça veut aussi dire qu'aujourd'hui, le prix qu'on paye pour tous ces outils d'IA n'est pas le vrai prix. Donc il y a un moment donné où votre abonnement de ChatGPT il va augmenter. Il y a un moment donné où les outils auxquels on a accès aujourd'hui gratuitement vont tous être payants. Là aujourd'hui, ils sont en train de se bagarrer pour avoir des parts de marché. Quand il y aura quelques leaders qui seront installés, il faudra payer. Soit via de la publicité, soit via un abonnement, mais ce sera plus gratuit. Donc profitons-en entre guillemets. Pour l'instant, on ne paye pas encore l'IA à son vrai prix.
Commandement numéro 9, l'IA n'est pas neutre, elle reflète nos biais et elle reflète les biais de ces données. Et donc là, c'est un exemple que j'aime bien montrer. Si je demande à une IA de génération d'images de me générer une montre qui affiche 6h30, et ben patatras, j'ai que des montres qui m'affichent 10h10. Et pourquoi? Et ben parce que si vous faites le test et que vous regardez sur Google, vous faites une recherche pour regarder une montre, vous verrez que toutes les montres affichent systématiquement 10h10 parce que c'est comme ça qu'on montre une photo, enfin c'est comme ça qu'on commercialement on montre une montre. On va toujours mettre les aiguilles à 10h10, ça nous permet de voir la petite aiguille et la grande aiguille, ça nous permet de voir le chronomètre éventuellement plus bas. C'est la façon la plus jolie de présenter une montre. Et vu que l'IA n'a vu que ça dans ses données, bah en fait, elle, une montre qui affiche 6h30, elle en a aucune idée, ça ne fait pas partie de ses données, c'est un angle mort complet, ça fait partie de ses biais, et donc elle n'en a aucune idée. Donc c'est le risque qu'on peut avoir avec ces IA. Et enfin, dernier commandement, les agents IA arrivent, et donc effectivement, aujourd'hui, enfin 2025, le gros sujet, c'est l'arrivée des agents IA. Donc il y en a plein que j'ai déjà montré sur la chaîne. Genspark, Manus, qui sont des agents IA très faciles d'utilisation. On a Google Opal qui pour l'instant ne permet pas de faire énormément de choses, c'est plutôt voilà, des petites applications web et plutôt de la configuration, on va dire, de chatbot. Mais je pense qu'ils vont prendre de plus en plus une grande place. On a OpenAI qui a annoncé la semaine dernière Agent Builder, donc qui va permettre du coup aux développeurs de créer des agents IA facilement. Et on a aussi des outils comme Make, N8N, Zapier et compagnie, des outils qui prennent de plus en plus de place parce que évidemment, voilà, l'IA les agents IA deviennent vraiment très importants et donc c'est quelque chose sur lequel je vous recommande de vous pencher puisque si vous avez des tâches très répétitives, rien ne vaut mieux que de mettre un agent IA sur le coup. Et si d'ailleurs vous n'avez pas les bonnes compétences pour développer votre propre agent IA, n'hésitez pas à me contacter sur le sujet puisque je peux également vous accompagner là-dessus. Bon, on est déjà à 32 minutes de podcast, donc je vais écourter un petit peu. Donc si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à suivre, vous abonner, etc. comme d'habitude. Je pourrais refaire une vidéo plus longue sur le sujet, vous montrerai le reste de la conférence. Voilà, c'est un petit avant-goût. Et je termine quand même par une petite vidéo que je voulais vous montrer. Avec à gauche ici une vidéo qui a été générée en 2023. C'était Will Smith qui mangeait des spaghettis. Donc voilà, si je vous montre, c'est complètement horrible. On avait un monstre. Les images sont à peine reconnaissables. C'est ce qu'on avait en 2023. Et donc maintenant en 2025, 2 ans plus tard, voilà ce qu'on peut avoir. C'est quand même beaucoup mieux, beaucoup plus réaliste. Donc voilà ce qui a pu se passer en seulement 2 ans. Donc je laisse imaginer où on en sera dans 2 ans. C'est ça qui est incroyable avec l'IA. On est vraiment sur un tsunami d'innovation. Et donc c'est pour ça que moi j'essaie de vous accompagner et à vous aider à surfer sur la vague. Donc voilà, comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Et on se retrouve la semaine prochaine sur le podcast. Allez, ciao!